plat de résistance de l'événement de ce matin. Et pour cela, nous allons faire place au professeur Laura Boutus qui va nous faire la présentation des points saillants. Bienvenue et surtout tous les jeunes qui sont ici. C'est un plaisir d'être avec vous et si vous me permettez, je vais essayer d'être assez synthétique, mais je vais vous raconter deux histoires, deux leçons de l'histoire en fait, qui ont lieu un peu loin d'ici, de l'autre côté de l'océan, mais qui, à mon avis, sont très significatives comme exemple pour vous et comme référence. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire de l'humanité, nous les êtres humains, nous faisons tous face au même défi. Hein, quelle soit notre localisation géographique, notre moment dans l'histoire, il y a toujours des défis énormes auxquels nous devons faire face et l'histoire comparée et observer des expériences des autres peut être une inspiration. Je vais vous raconter deux histoires, l'une qui justifie ma présence ici, qui est ce qui a eu lieu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Nos pays étaient détruits complètement. Notre appareil productif, notre population avait été décimée. Les enfants étaient dans un état de pauvreté comparable à celle d'Haïti aujourd'hui. Si vous voyez les photos de l'Italie de 1945, vous voyez les enfants sans chaussures, menus dans la rue, vous voyez une armée d'occupation. C'était une armée d'occupation souhaitée parce que c'était l'armée d'occupation américaine, mais c'était quand même une armée étrangère, mais qui était venue pour chasser une autre armée d'occupation précédente, c'est l'allemande. Et donc vous voyez une terrible guerre avec des dizaines de millions de morts qui nous avait mis à genoux, complètement à genoux. Et nous pensions être la région où la partie du monde la plus développée, et on a eu la capacité de nous sommes entretués, entre-détruits les uns les autres. Alors à ce moment-là, il fallait faire deux choix. Il fallait faire un choix entre deux options. On pouvait maintenir, essayer la vengeance, se préparer pour une vengeance, pour une deuxième manche, ou troisième manche de cette bataille qui nous avait déjà entretués deux fois au cours de l'histoire récente, au cours du XXe siècle, ou choisir une autre option. L'autre option était de mettre en liaison entre eux tous les hommes d'épée qui s'étaient opposés aux dégénérations de la guerre dans tous les pays et proposer un nouveau projet. Un projet qui serait fondé non pas sur la division, mais sur la communauté des objectifs communs, politiques, économiques et surtout sur la création de la paix entre eux. Donc on a lancé avec beaucoup de courage, c'est des gens qui étaient des leaders fantastiques, exceptionnels, dont les noms sont écrits en lettres d'or dans l'histoire. Ils ont lancé un projet qui au début s'appelait Communauté économique du charbon et de l'acier, ce qui n'est pas trop excitant pour nous en soi, n'est-ce pas? Mais après c'est devenu Communauté économique européenne et maintenant Union européenne, qui est devenue chaque fois plus ambitieuse. Et au cours des 70 ans, nous pouvons dire qu'il a complètement atteint ce résultat. Parce que pas seulement nous n'avons pas eu de guerre entre nous comme dans les siècles qui les avaient précédés, mais aussi nous avons établi un mécanisme d'intégration économique qui a énormément accru le bien-être des populations. Et 70 ans après, nous avons complètement donc éloigné le panorama de la perspective qu'on pourrait à nouveau s'entrediviser dans des guerres. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il est possible de changer l'histoire. Il est possible. C'est pas vrai que c'est comme ça, il n'y a rien à faire, ça a toujours été comme ça. À un moment donné, s'il y a du leadership, on peut changer l'histoire. Haïti est destiné à être un pays en crise éternelle. Je ne crois pas. Peut-être la crise a trop duré, mais Haïti peut sortir de sa crise si on prend les décisions correctes, avec le leadership correct, et si les citoyens participent de cet effort et donnent leur contribution. Maintenant, je termine la première histoire là, maintenant on est à nouveau divisé en Europe sur une question assez complexe qui est liée justement à une dimension que nous avions complètement effacée de nos vies. Les Européens étaient convaincus que
la guerre avait disparu à jamais de leur horizon grâce à l'effort qu'eux avaient fait de se consacrer au renforcement de la démocratie, au développement économique, au partage de la prospérité. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour qu'un système démocratique fonctionne, il faut aussi partager les fruits de la croissance économique. On ne peut pas les concentrer dans les mains de quelques-uns parce que ça va craquer à un moment donné. Donc pendant 70 ans, on fait ça. Maintenant, nous faisons face à un moment historique de notre développement dans lequel la Commission européenne, qui est l'organe du gouvernement de l'Europe, a proposé quelque chose qui n'est pas très populaire. Les citoyens n'aiment pas trop, en général. Moi aussi, je n'aime pas trop. Qui est le renforcement de notre défense. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des défis majeurs qui maintenant viennent de l'extérieur de chez nous, mais auxquels nous devons faire face. Donc il y a une terrible discussion maintenant en Europe avec la société qui est divisée en deux, essentiellement. Il y a une moitié de la population qui dit effectivement il faut renforcer nos défenses parce que nous avons des voisins un peu complexes. Hein. Et il faut considérer que notre principal allié vient de nous dire qu'il n'est plus avec nous. Hein? Et d'un coup, qu'il s'affiche, excusez-moi l'expression pas vraiment diplomatique, qu'il considère qu'il n'a plus aucune obligation vis-à-vis de nous. Après 70 ans d'avoir été à nos côtés, il a dit que c'est à nous de nous défendre. Alors, il y a une moitié de la population qui dit oui, c'est pas important, c'est un détail de rien. La Russie à côté, c'est rien. Les États-Unis qui n'en sont plus avec nous, c'est rien. Les gens qui par contre ont des responsabilités de gestion dans tout ça, parce qu'une chose c'est de faire des commentaires devant un écran d'ordinateur ou dans un chat téléphonique. On peut être radicaux, on peut être magnifique, on peut jamais se tromper, on ne se trompe jamais quand on fait des commentaires. Autre chose, c'est de prendre des décisions. C'est un peu plus difficile. Et vous qui voulez faire de la politique, vous devez être conscient de ça. L'opinion n'est pas une politique. L'opinion est la base d'une politique. Les convictions sont une base d'une politique et il faut des convictions fortes. Et il faut les défendre. Mais il ne faut pas penser parce que vous dites une chose, cette chose se réalise toute seule. Même si vous avez raison. Il faut convaincre les autres, il faut créer des consensus, il faut créer des majorités, c'est ça la politique. Quand les gens te disent « Ah, mais je ne suis pas d'accord », oui, très bien, parfait que tu ne sois pas d'accord, mais alors tu dois convaincre un nombre congru, important et suffisant de citoyens comme toi à ne pas être d'accord et proposer quelque chose d'alternatif qui soit mieux. Parce qu'il est terriblement facile de critiquer les erreurs des autres. Il est infiniment plus compliqué de développer des idées meilleures et les mettre en pratique, qui n'est pas la même chose que de formuler. Hein, parce que pour formuler des idées brillantes, si nous commençons, nous sortirons d'ici 1000 idées brillantes, je suis sûr. Moi aussi, peut-être une ou deux. Mais après, il faut les mettre en pratique. Il faut convaincre les citoyens, allez voter pour vous, pas pour vous comme personne, mais pour vos idées, et ce qui importe. Ce qui importe, c'est les idées, ce n'est pas les personnes. Nous sommes tous absolument pressentis. L'important, c'est les idées. Donc, dans la première histoire que je vous racontais, là, c'est une idée forte que nous, les Européens, nous avons mis ensemble, celle d'éliminer les racines de guerre pour bâtir une paix permanente. 70 ans après, on a obtenu cette paix permanente, mais maintenant, il y a des dangers qui viennent d'ailleurs. Nous devons prendre compte de ça. Alors, il y a des gens qui disent « Ah non, mais ça n'a pas d'importance, parce qu'on n'a jamais eu de guerre pendant 70 ans, pourquoi on devrait avoir de guerre maintenant ?» Je ne vois pas trop la logique, hein. C'est pas la logique. Mais quand même, il faut se préparer quand même, et ceci implique prendre des décisions douloureuses en termes d'utilisation de nos fonds publics, renforcer l'industrie militaire, c'est des choses que personne n'aime, sauf quelques intéressés, mais la plupart des citoyens n'aiment pas. Mais quand même, si vous avez, je ne dirais pas l'ennemi, parce que c'est injuste de définir l'ennemi, si vous avez quelqu'un hostile à vos portes, c'est très bien de dire oui, nous, on ne fait pas la guerre, peut-être vous serez attaqué. Il faut quand même être prêt.
Et votre allié, celui qui vous fournit des instruments pour réagir, il vous dit qu'il ne donnera plus ces instruments. Donc, quelque chose qu'il faudra faire. Donc, vous voyez, même dans les systèmes qui ont réussi à obtenir des résultats vraiment marquants, après, la réalité vous rappelle à l'ordre, attention, que maintenant, il faut changer de cap. Il faut prendre des décisions. Je vous raconte une deuxième histoire qui ressemble beaucoup plus à la réalité haïtienne. Moi, je viens d'un pays, l'Italie, où il y a une trentaine d'années, quand j'avais votre âge, nos groupes criminels, les groupes criminels établis chez nous, avaient pratiquement pris le contrôle total du territoire, dans certaines parties du territoire. Les régions du sud du pays, surtout une, étaient complètement sous le contrôle des groupes criminels. Pas dans le sens peut-être qu'on a en Haïti, mais quand même, il y avait des institutions, il y avait tous les corps, les forces de l'ordre étaient là, mais ils étaient dépassés par la force de ces groupes criminels. C'est un nom que sans doute vous avez entendu, c'est un nom qui est devenu synonyme international de groupe criminel, c'est la mafia. C'est un nom italien, d'origine arabe, qui veut dire groupe d'associés, des gens qui s'associent pour leur sécurité mutuelle, mais après, et ça rassemble un peu l'histoire de la vie quand même, des gens qui se regroupent pour obtenir des résultats de sécurité pour eux-mêmes, mais qu'après ils disent, mais vu que ces résultats nous les avons eus pour nous-mêmes et nous sommes sûrs, pourquoi nous n'offrons pas nos services de sécurité à quelqu'un d'autre? Et donc ils commencent à vendre leur association à d'autres. Et ils tombent immédiatement dans les criminels, dans la dimension criminelle, parce que la tentation d'utiliser cette force pour des efforts qui vont dès là, l'autodéfense, pour devenir criminel, elle est très forte. Et donc c'est la mafia qui s'est renforcée. Elle a commencé comme service d'ordre pour les propriétaires de terres dans la Sicile de la post-guerre. Et après, c'est devenu des groupes criminels qui ont fait du business, par le trafic de drogue, de prostitution, trafic d'êtres humains, enfin plein de choses. Alors la mafia était devenue tellement forte que les citoyens ne pouvaient plus vivre une vie normale. C'était impossible d'exprimer des idées en public ou de critiquer quelqu'un qui était un chef de la mafia parce que le jour après, toi tu étais tué, ou ton fils était kidnappé, ou ton épouse était agressée, des choses comme ça. Ou si tu avais une activité économique, on te brûlait ton magasin et tout ça. Donc, c'était devenu impossible. Et moi, que j'avais 30 ans à l'époque, 25, je me disais, bon, et tous les gens de mon âge disaient, bon, c'est impossible de battre la mafia, c'est impossible, parce qu'elle est trop puissante, elle est gangrénée, elle a des complicités dans l'État, c'est impossible. Mais alors, il y a eu un moment de grande rébellion. Cette rébellion, elle était organisée par des juges qui ont commencé à utiliser les droits comme il fallait, sans avoir peur, en faisant des connexions entre dossiers, entre sujets, entre domaines différents qui étaient séparés. Et ils ont commencé donc à obtenir de grands résultats dans les investigations. Ils ont mis en évidence que certains mécanismes de complicité, même sociale, avec la criminalité étaient néfastes pour la société. Or, il faut savoir qu'eux, ils ont payé tous avec leur vie. Ils ont été tous tués, ces juges, l'un après l'autre. Mais l'exemple de ces juges, malheureusement tués, qui sont devenus des héros nationaux, a fait mobiliser d'une telle forme la population et surtout les jeunes qui ont pris les rues et ils ont dit, oh, c'est une réaction non violente la nôtre, exactement, c'est une réaction non violente, mais nous voulons suivre l'exemple de ces juges, pas de ces criminels. Bon, je ne dirais pas qu'on a complètement éliminé la mafia, mais on a quand même modifié complètement l'approche. Et qui a fait les changements? C'était l'exemple de juge, mais c'était la population qui a pris son destin en main et a renforcé l'état de droit et la réaction civile. Et voilà, et la mafia n'est plus ce qu'il était. Maintenant, c'est autre chose, elle existe encore. Ok, mais l'effet est que les rues de ces régions-là, de ces villes-là, ne sont plus irrespirables comme ils l'étaient il y a une trentaine d'années.
Donc, je veux dire, par ces deux exemples, qu'il y a des moments dans lesquels l'engagement notamment des jeunes, parce que honnêtement, Haïti, c'est les jeunes qui doivent le changer. C'est votre destin, c'est votre obligation. Ce n'est pas un privilège, c'est difficile de changer un pays, hein? C'est très difficile. Haïti, Italie, ou les fins fonds de n'importe où, c'est toujours très difficile de changer parce que vous trouverez toujours 10 000 personnes qui vous disent « laisse tomber, mais non, mais fais pas ça, ça ne vaut pas la peine, l'histoire va se répéter, c'est toujours la même chose ». Alors donc, je termine par vous encourager à ça. La raison pour laquelle l'Union européenne appuie ce genre d'initiative, c'est que nous croyons que la démocratie est quelque chose de dynamique, quelque chose qui doit être constamment nourri par l'engagement des nouvelles générations. La démocratie, elle n'est pas statique. Notre expérience comme démocratie européenne nous dit que nous sommes sous attaque, si par des forces étrangères, mais surtout nous sommes sous attaque par le scepticisme de nos citoyens sur la démocratie. Les moments où les citoyens commencent à ne plus croire en la démocratie, à dire « mais finalement, ce monsieur-là de l'autre côté du mur, enfin il n'y a plus de mur, mais enfin c'est un mur idéologique. Cette personne-là, lui il est plus décidé. Lui, il décide plus facilement celui-là. Je ne vais pas son nom parce que peut-être quelqu'un s'offense. Hein, parce que si quelqu'un critique monsieur Poutine en Italie, vous êtes dans mon pays, j'ai fait une critique à monsieur Poutine, il m'attaque et me dit mais pourquoi tu critiques monsieur Poutine? Mais pourquoi je ne peux pas critiquer monsieur Poutine? C'est que quelque part qu'être un dictateur, c'est une bonne chose. C'est que quelque part qu'attaquer d'autres pays, c'est une bonne chose. Mais évidemment, lui, il n'a pas de contrôle démocratique et politique sur lui. Hein, donc lui, il peut décider. Dans nos démocraties, c'est un peu plus difficile. On a des parlements. En Haïti aussi, vous aurez un parlement l'année prochaine. Et les jeux démocratiques est un peu plus difficile qu'exercer la dictature. Donc oui, les dictateurs paraissent très décidés, très fermes. Eh oui, écoute, je ne vais pas répondre à personne. Moi aussi, je suis tout seul. Si je n'avais pas de règles à respecter, je serais un ambassadeur magnifique. Mais j'ai des 1000 règles à respecter. Hein. Je ne peux pas attribuer un contrat comme ça. Je vois M. Arnoux, je dis « Ah, M. Arnoux, il est très sympa, je lui donne un contrat comme ça. » Voilà, sans respecter aucune règle financière, administrative. Ça serait facile d'être un grand ambassadeur, un grand gestionnaire comme ça. Mais justement, c'est une fausse image. On a besoin de la démocratie parce qu'on a besoin de ces contrôles et de ces règles. On a besoin de l'Union européenne. Nos amis les Américains ils disent que l'Union européenne a été créée pour déranger les États-Unis. C'est une vision de l'histoire assez originale. Mais quand vous avez une histoire très courte, quand vous connaissez l'histoire de 10 ans, peut-être vous n'avez pas beaucoup d'idées de ce qui s'est passé entre 1945 et 1957, ces années-là, entre la fin de la guerre mondiale, l'appui des États-Unis à l'intégration européenne. Enfin, c'est des pages très compliquées à étudier. Vous n'avez pas le temps, vous êtes président des États-Unis, vous n'avez pas le temps d'étudier l'histoire quand même. Et donc, vous inventez une autre histoire, que l'Union européenne a été créée pour déranger les États-Unis. Voilà, n'importe quoi. Et donc, en fait, non, l'histoire avance, la démocratie n'est pas garantie, même dans les endroits là où il existe les démocraties les plus fortes, les plus ancrées, les plus solides, il y a toujours des mécanismes qui suggèrent à quelqu'un que finalement la démocratie n'est pas si bonne. Il faut autre chose. Moi je ne suis pas content, on est en démocratie, moi je ne suis pas content, donc la démocratie n'est pas bonne pour moi. Ce n'est pas un bon raisonnement. Tu devrais utiliser les ressorts de la démocratie et du libre marché pour développer ta citoyenneté, ta prospérité. Détruire les systèmes pour voir si ça va mieux après, ce n'est pas vraiment une bonne méthode, mais une bonne partie de notre société pense à ça. Donc, dans votre cas, il ne s'agit pas de... Oui, il s'agit de bâtir un nouveau système, mais dernier message, faites attention seulement à une chose. Tous les gens qui commencent la politique, à tout âge, moi je n'ai jamais fait politique en tant que tel, mais tous les gens, quand ils sont jeunes, ils ont des bonnes idées. Toujours. Les jeunes, par définition, ils ont des bonnes idées et des idéaux. C'est impossible de commencer la politique. Personne ne commence la politique, sauf peut-être un chef de gang qui commence à ça. Mais normalement, quand tu veux te dévouer à la politique, normalement, tu as des bonnes idées à défendre.
Mais très souvent, les processus, après, t'échangent. Le maintien au pouvoir t'échange. La corruption, les mécanismes de corruption qui nous horrorisent quand nous avons 20 ans, ça, la corruption c'est impossible, mais malheureusement deviennent quelque chose auquel vous devrez faire face. Donc je vous encourage, pas seulement à poursuivre la politique à tous les niveaux, comme on a dit ici, c'est pas seulement question d'aller au Parlement, c'est question d'assumer des responsabilités au niveau de ta communauté, résoudre des problèmes, te mettre à disposition de tes concitoyens, de la réalité du terrain, vraiment. Et après, peut-être il y aura l'autre dimension. Mais quand vous arriverez, ceux d'entre vous qui arriveront à l'autre dimension, il faut se garder fidèle au principe de début. Parce que si on fait Haïti et aucun pays au monde n'a besoin de la copie conforme des politiciens d'aujourd'hui. On a besoin de politiciens différents qui se souviennent que la politique est service des autres. C'est difficile parce que les tentations sont fortes. Hein? C'était facile. Hein? Non, c'est très difficile. Mais je vous encourage quand même à poursuivre cette voie. Comme on l'a déjà dit, l'Union européenne continuera de vous appuyer ces initiatives. Et ne pensez pas, il y a eu une époque, il y a quelques années, il y a quelques décennies, dans laquelle on pensait il y a une partie du monde qui est développée, est en ordre, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres parties qui sont en lutte, on appelait le tiers-monde, on appelait, qui vont, il y avait deux mondes, et il y avait le tiers était celui qui essayait de se développer. Alors, la réalité nous a montré que c'est tout à fait différent, que tous nos pays font face à des défis permanents. Si vous voyez ce qui se passe, la division de la société américaine, on n'a pas parlé toujours de l'Europe, la division en deux de la société américaine, où un président qui a pris les 49,8% de voix, il gouverne comme s'il avait un consensus de 100%, 120%, 1000%, parce qu'il n'y a pas d'autre opinion. Est-ce que vous voulez être des démocrates comme ça? Des démocrates qu'avec 50 ils se prennent toute la tarte? Je ne sais pas si c'est une bonne vision de démocratie. La démocratie est celle qui donne la même importance à l'opposition qu'au gouvernement. Parce que un gouvernement intelligent a besoin d'une forte opposition, a besoin des idées de l'opposition. Un gouvernement qui n'a pas d'opposition, il tombe inéluctablement dans l'arbitre et les abus. Parce que c'est facile un jour d'être fidèle à tes principes. C'est facile 2 jours, c'est facile 3 jours. Au 4e, vous commencez à dire mais finalement, pourquoi je dois donner des comptes à quelqu'un? Si je suis seul, je suis élu par mes citoyens, 49,8, mais ça fait comme 100 parce que les autres 49,6 ne comptent pas. Voilà. La démocratie devient un jeu duquel on peut s'approprier. Et vous savez, quand nous sommes enfants, nous avons tous envie de partir avec la balle à la grande bataille, qui garde la balle à la suite du soir. Et normalement, quand vous avez un jeu, c'est plus intéressant quand même de le jouer avec des amis plutôt que de le garder pour toi-même. Jouer. Donc, je vous encourage à poursuivre, mais faites attention, c'est un chemin complexe, c'est un chemin qui vous posera beaucoup de problèmes au cours de votre vie. C'est pas comme parfois on pense quand on est jeune, que la vie des adultes, tout est facile parce que tout est... Non. Il y a énormément de tentations, mais on a besoin de vous, Haïti a besoin de vous, et c'est pour ça qu'on soutient toutes les initiatives de formation politique, parce que c'est un phénomène mondial, c'est pas qu'Haïti, les jeunes refusent, échappent de la politique parce qu'ils ne veulent rien savoir de tout ça, mais on a quand même besoin de gens engagés. Donc, félicitations pour votre engagement et courage. C'est un long chemin qui vous attend, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de servir son pays et ses concitoyens? Je trouve impossible d'imaginer quelque chose de plus beau que ça. Donc, c'est à ça que c'est ça l'idéal qu'il faut garder. Merci beaucoup. Merci beaucoup.